Alors, ce que je dis souvent, c'est que pour vendre sur Internet, ça prend 3 choses. Ça prend un site Internet, ça, tout le monde le sait. Et puis, généralement, les gens vont abandonner après le site Internet. Il faut que tu mettes des produits, si c'est du commerce électronique, puis il faut que tu fasses du marketing. Les gens vont abandonner, ou bien avant de mettre des produits, aussi ridicule que ça puisse sembler, parce que la tâche est vraiment importante, ou les gens vont abandonner à mi-chemin pendant leurs produits, vont commencer à faire du marketing ou ils n'en feront juste pas, puis ils vont abandonner. C'est pas en abandonnant que tu vas réussir. Non. Ça, c'est clair et net. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'École du succès. Cette semaine, on accueille un entrepreneur exceptionnel pour qui j'ai un énorme respect, David Grégoire. Comment ça va? Ça va bien, Martin. Merci de l'invitation. Merci de prendre ton temps un horaire extrêmement occupé, j'imagine. Un entrepreneur qui n'arrête pas de sortir des business et des projets, donc de venir te déposer avec nous à l'École du succès, je l'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir, vraiment. David, on pourrait parler de mille et une choses probablement. Tu es un expert en marketing, tu es un expert en e-commerce, tu es obsédé par générer des leads, par qualifier des leads, convertir. Et on s'adresse ici à beaucoup des gens qui sont porteurs d'un projet, des leaders, des entrepreneurs. Donc, j'aimerais t'amener un peu à une ancienne aventure que tu as eue. Puis on pourra couvrir du marketing, capotez pas. Parce que Voyage à rabais, c'est une entreprise que tu as pris, on va dire, d'un certain niveau. Tu l'as amené jusqu'à plus de 100 millions de ventes. C'est une aventure complètement rocambolesque. Tu étais numéro 2 juste derrière Expedia. Donc, très grosse business et tu étais quand même un des stratèges derrière tout ça. Donc, est-ce que tu étais prédestiné à monter une business comme ça? Quelqu'un qui étudie en mathématiques pures? Possiblement pas. La réalité, c'est qu'à la base, j'étais consultant pour eux autres. Puis, à un moment donné, la propriétaire m'a fait une offre. Elle m'a dit, viens-t'en, je veux que tu joignes mon équipe puis que tu montes une équipe à l'interne. À l'époque, c'était quand même fait de manière plutôt archaïque. Parce que là, on remonte à quelle année à peu près? Là? On parle de 2010 à ce moment-là. 2010, ouais. Donc le web est en train de prendre un peu son ascension. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui le rebutent, ne savent pas trop si on peut faire de la vraie business. Ah oui, Voyage à rabais était très boudé aussi à l'époque par vraiment? Les compétiteurs, bien entendu, tout le monde en parlait. C'était un modèle d'affaires qui, à la base, était quand même innovant. Pour faire une histoire courte, là, les commissions dans le domaine du voyage, anciennement, c'était vraiment élevé. Puis, Voyage à rabais, ce qu'ils ont dit à l'origine, avant que moi j'arrive, c'est qu'ils allaient prendre seulement 100 $ de commission par dossier. Un frais fixe par Un transaction. frais fixe. C'est ça qui a fait que là, l'attention s'est mise du côté Voyage à rabais. Et puis là, la présidente a acheté son ancien associé. Puis en même temps, elle cherchait à monter une équipe à l'interne. Puis c'est là que moi, je suis arrivé dans le portrait. Est-ce que j'étais prédestiné ou pas? Je ne sais pas. Mais tu sais, à un moment donné, il faut faire sa propre chance puis se positionner comme il faut dans la vie pour que ces opportunités-là arrivent. Puis là, j'étais au bon moment, à la bonne place. J'ai sauté dans le bateau. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir du fun. Donc là, on part d'un modèle d'affaires traditionnel, on va dire. On met la barre dans le marché. Vous êtes habitué à payer des grosses commissions. Maintenant, on va vous donner un frais fixe. À ce moment-là, l'innovation ou la résistance à l'innovation ou la résistance à la compétition qui vous pointe du doigt ou quoi que ce soit, est-ce que toi, tu fais abstraction de ça? Non, il y en a tellement. Il y en a tellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont se lancer en affaires et ils ont des idées nouvelles, mais ils ont peur de disrupter le marché. Donc, à ce moment-là, vous êtes vraiment dans une disruption totale du marché de l'agence de voyage. Ah, exactement. D'un côté, dans le web, il ne faut pas trop sortir des sentiers battus en ce qui a trait à l'expérience utilisateur parce que les gens vont être perdus, puis on va peut-être en parler plus tard. Mais de l'autre côté, il faut arriver avec des modèles d'affaires, des fois, qui sont différents pour être capable, justement, de faire sa place. Quand je suis arrivé, j'étais un peu chanceux parce que le modèle d'affaires venait de changer. Puis il y avait déjà comme des projecteurs. Et puis moi, j'ai allumé ça, puis j'ai essayé plein de choses, puis on a eu vraiment du plaisir, puis il y a aussi un grand succès. Mais en même temps, j'ai fait beaucoup d'erreurs là-dedans aussi. Parlons de ces deux choses-là. Donc, tu dis, j'ai allumé une couple de choses. Est-ce qu'il y a un moment donné que tu t'es dit, wow, là, on tient quelque chose, tu as eu un premier gros succès ou une première grosse conversion, ou que vous vous êtes dit, là, on tient un filon énorme, il faut vraiment
qu'on mette la vapeur, pleine vapeur dans cette Je vais peut-être te stratégie-là. décevoir, là, mais moi, je pense qu'il n'y a pas, dans aucune business, peut-être dans la tienne, Tu mais en ne tout cas, déçois pas, mais j'aime dans où est-ce que tu t'en vas. Parce que souvent, les gens pensent qu'il y a eu un méga moment catégorique. Oui, mais c'est Souvent, ça. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans ma business actuelle non plus. Je pense que c'est une suite d'opérations, c'est une suite d'événements, c'est une suite d'actions qu'on prend. Puis je pense qu'il faut vivre dans l'action quand tu es entrepreneur puis quand tu es en affaires. Il faut que tu fasses des actions. Puis, par expérience, la plupart des actions que moi, je fais ne marchent pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on tire la plug sur ceux-là puis on se concentre sur ceux qui fonctionnent. L'idée, c'est d'en faire beaucoup puis c'est de prendre beaucoup d'action, tout en restant focus. Je voudrais pas avoir l'air d'une poule pas de tête. On essaye des projets. En marketing numérique, ce qui est le fun, c'est que tu peux tout mesurer. Alors, si tu mets 100 $ puis ça ne fonctionne pas, ou bien ta stratégie n'était pas bonne, ou bien c'est peut-être pas un bon canal. Mais en revanche, sur un autre canal ou sur une autre stratégie, tu mets 100 $, tu mesures, ça fonctionne, all in. Quelles sont les mesures, quel genre de métrique à laquelle est-ce que vous portiez attention à ce moment-là? Bien, c'est sûr qu'au final, l'argent qui reste, oui, la marge, le profit, oui. tu sais, c'est sûr que ça a une excellente valeur. Mais tu sais, on cherche à avoir des repeats, des clients repeat. On cherche à augmenter le panier d'achat moyen, donc à faire de l'upsell. C'est le genre de mesure, tu sais, qui est très précise qu'on cherche à améliorer. Mais dans chacune des initiatives de marketing que tu vas prendre, il y a des KPI, des indicateurs de performance auxquels tu veux porter accès. Tu sais, je pense au email marketing. Ce que tu veux regarder, c'est ton taux d'ouverture, c'est ton taux de clic, le taux de désabonnement. Puis, soit dit en passant, les entrepreneurs pensent souvent qu'il ne faut pas envoyer trop d'emails. Moi, je suis complètement de l'autre côté. Je pense qu'il faut envoyer le plus d'emails possible. Ah oui, hein? Oui, littéralement, parce que les gens s'habituent à les recevoir. Okay. Puis, on bâtit notre notoriété, si on veut, là-dessus aussi. Alors, puis si on ne regarde pas ces mesures-là, peut-être pas quotidiennement, mais quasiment, bien, à ce moment-là, on peut difficilement prendre une décision, savoir est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. T'sais, si tu envoies une newsletter aujourd'hui qui ne vend pas, puis que là, tu te dis, ben, j'en enverrai pas pendant les 4 prochaines semaines, bien là, c'est sûr que dans les 4 prochaines semaines, tu ne trouveras pas une recette pour vendre, puis ils vont t'oublier. Fait que, aussi bien y aller assez souvent, être persistant, continuer, puis prendre beaucoup d'actions. Vraiment, je pense que l'action, c'est prendre des actions, c'est ce qu'il faut pour réussir. Excellent. Et tu as aussi mentionné tantôt que des erreurs, t'en as faites. Donc, à cette époque-là, donc aujourd'hui, on te regarde, on se dit, ce gars-là, des erreurs, il n'a pas peur de faire ça, ça ne l'affecte pas. Est-ce qu'à ce moment-là, quand on fait une erreur... Non, mais souvent, les gens regardent les personnes qui ont du succès. On regarde aujourd'hui, tu as été quand même, pour les gens qui sont en Europe, tu as quand même été nommé un des top 30 sous 30 ans à surveiller. Donc, croissance, un entrepreneur qui est très bien perçu ici au Québec. Tu vas être à l'émission Les Dragons en juin prochain. Ça serait facile de te regarder et de dire, lui, ça ne l'affecte pas, ou les erreurs, il est toujours dans l'action. Donc, peux-tu nous partager peut-être une erreur que tu as faite ou peut-être même ta perspective sur comment est-ce que toi, tu gères cette notion-là, des fois, de manquer ton coup et de dire, faut qu'on se replace le mindset et, comme tu dis, on essaie d'autres choses. Ce que je trouve le plus difficile, c'est d'en faire des erreurs. Puis comme je disais tout à l'heure, la majorité des choses que je fais ne fonctionnent pas. C'est juste que j'en fais tellement qu'au final, on finit par trouver des choses qui fonctionnent, dans lesquelles on met plus d'énergie. Bon, alors j'en ai fait des erreurs, mais tu sais, je pense à une erreur monumentale. C'était mon premier gros projet chez Voyage à rabais. On a fait une refonte du site Web. À l'époque, on avait 10, 11 sites Web différents qui avaient des rôles différents. Et puis là, en montant l'équipe, on a fait un seul site Internet où tout était centralisé. Ça semble logique aujourd'hui quand on en parle, mais il y a plusieurs années, c'était un petit peu moins facile à faire, disons. Puis on avait une communauté très, très forte. Alors d'abord, cette refonte-là a été excessivement mal perçue de notre communauté. Ensuite, pour les ventes, les clients qui avaient habitude de magasiner, là, on venait briser leurs habitudes. Ça a été une leçon pour moi d'humilité. Vraiment, même encore aujourd'hui, j'en parle, mais j'y pense à toutes les fois que je fais quelque chose. C'est très, très rare que je fais une refonte de stratégie de email, une refonte de mes sites Internet, une refonte en profondeur. C'est très rare, j'en fais, parce que tu risques de te planter complètement plus qu'autre chose. Alors maintenant, ce que je fais, c'est du testing. C'est j'essaye quelque chose de plus, ça marche pas. Je le change un petit peu, je check. Je regarde ce que les gens perçoivent ça positivement, négativement. Est-ce que mes statistiques s'améliorent ou pas? Je reviens en arrière. Donc, des micro-changements
Oui, des tas de micro-changements. Okay. Alors, je considère que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui en marketing numérique parce que, encore une fois, je parlais à un entrepreneur quand même qui vient d'avoir un investissement là, dans l'ordre de plusieurs millions de dollars récemment. Ils ont fait une refonte complète de leur entonnoir de vente. Leur vente a chuté. Bang! Jour 1. Mm-hmm. C'est un risque. C'est comme revoir un logo d'entreprise. Tu sais, quand tu revois ton logo puis tu fais une transformation complète, puis les gens sont habitués à ton logo, c'est rare que tu vas vraiment faire un coup de circuit avec ton logo. Par contre, Starbucks, on a bien su le faire par le passé, Coca-Cola, Pepsi, des micro-changements pour évoluer. Alors, jamais que tu fais de gaffe. Tout ce que tu fais, c'est t'améliorer, mais les gens continuent à te Et dans la nouvelle économie, un gros changement aussi, si ça tourne au vinaigre, tu vas le savoir. Parce que maintenant, les gens ont une voix sur le numérique. Ils peuvent exprimer leur insatisfaction. Ils le font en masse. Ils font en masse. Donc, c'est humiliation publique encore plus sévère qu'à l'époque, quand tu recevais une lettre au bureau, on n'est pas content que vous ayez changé le logo ou quoi que ce soit. Là, c'est partout. Tu demandais comment je perçois ça, ces échecs-là, parce qu'il y en a quotidiennement des échecs. C'est très difficile. C'est très difficile. Autant en tant qu'entrepreneur, on cherche à rester optimiste tout le temps. Puis ça prend ça, cette flamme-là, ou cet espoir d'un jour meilleur. Puis on reste optimiste, mais des échecs, moi, j'ai tendance à mettre l'emphase un peu sur mes échecs, ce qui fait que ça m'affecte personnellement. Je vois moins mes victoires. Mais au final, quand je fais mon récapitulatif, je regarde à la fin de l'année ou je regarde la semaine dernière, mais là, je me dis, ça a bien été, ça a bien été. Et ça, tu le fais quand même rétrospective plus souvent? Plus qu'avant. Okay. Plus qu'avant. Je vieillis aussi, hein? Alors je deviens plus mature. Ma conjointe aussi m'aide énormément dans ce processus-là. Ah oui, hein? Mais tu sais, je pense que les entrepreneurs sont tous un peu bipolaires. Puis je pense que plus que tu prends d'action, plus que tu cours un risque d'avoir des grandes victoires, mais plus que tu cours le risque d'avoir des défaites aussi. Ça fait partie de la game. Je pense qu'il faut l'accepter, passer à un autre appel, puis continuer à garder cet optimisme-là. C'est très intéressant. David, tu disais que ta femme t'aide et qu'avec le temps, tu as évolué un peu dans ton état d'esprit là-dessus. Est-ce que tu as eu des mentors? Ou est-ce que tu as d'autres personnes qui ont fait en sorte que tu as cette philosophie-là aujourd'hui, que les gens diraient « j'aimerais tellement avoir cette philosophie-là par rapport à l'échec, par rapport à mes reculs. » Donc, tu prends ça de où? Est-ce que tu l'as construit par toi-même ou tu as des gens qui t'ont influencé et qui t'ont inspiré au fil des années? C'est une bonne question. J'ai actuellement 2 mentors, disons 3 mentors avec un mentor financier. Eux m'aident à cheminer, je te dirais, au quotidien, sur les problèmes quotidiens ou sur les problèmes, disons, à moyen terme, peut-être pas sur le long terme. Je lis énormément sur les entrepreneurs à succès américains, par exemple, sur les marketeurs américains. Puis ma conjointe, sérieusement, c'est une femme très zen. On la salue d'ailleurs. Oui, Florence, merci pour là, tout. C'est des bonus pour toi. Alors, on va faire certain d'envoyer cet extrait-là. J'en ai même pas besoin de ces bonus-là, c'est ça qui est le pire. Papa de 4 enfants en plus. Oui, mais ma femme, c'est une perle, littéralement. C'est une femme très zen. Puis elle va toujours voir le bon côté des choses. Même quand les choses vont mal, elle va trouver que les choses vont bien. Hein? Alors, j'aurais beau, demain matin, là, tout s'effondrer, là, des problèmes dans ma vie financière ou entrepreneuriale, puis elle va dire, oui, mais là, nos enfants, ça va vraiment bien. Puis regarde, tu fais du ski puis tu fais du vélo. Elle va trouver... Elle est bonne à compartimentaliser. Oui, littéralement. Ouais. Puis ça me fait grandir énormément. D'avoir quelqu'un à côté de moi qui m'aide à me relever ou qui m'aide à mettre le focus sur les choses qui sont... Au final, c'est ça les choses importantes. Hein? Les enfants, la famille, notre vie personnelle. Tu sais, bon, aussi, une chose qui m'a aidé énormément, c'est vrai, le décès de mon père à 53 ans, c'est quand même jeune. Mon père, qui avait un esprit familial vraiment important, moi, anciennement, je travaillais comme un fou. T'avais quel âge à cette époque-là? 2013, donc j'avais 29 ans. Oh. Fait que, à l'époque, mon père a toujours eu un esprit familial vraiment important. C'est un entrepreneur aussi, mais la famille, c'était ce qui avait le plus important. Puis moi, à l'époque, je travaillais comme un fou, Martin. Je me rappelle, là, je me rendais malade par le travail. Wow. Littéralement. Il y a même des matins où je prenais du scotch en me levant le matin. Ça donne une idée. Alors, je travaillais énormément. J'étais très stressé. Cet événement-là a comme mis tout sur la pause pendant plusieurs jours. Mais littéralement, tous les dossiers, j'en avais plus de paiement dans ma tête. J'en avais plus de responsabilité dans ma tête. C'était comme le décès de mon père, puis c'est tout. Et puis, ça a changé beaucoup ma perception sur le travail, la relation entre le travail et la famille, le temps passé avec nos enfants.
Alors, bon, est-ce que je suis un meilleur père? Est-ce que je suis un père idéal aujourd'hui? Parfait, peut-être pas, mais c'est très certainement meilleur que je l'étais à l'époque. Quelles sont les qualités qui t'ont le plus légué, peut-être, ton père? Est-ce que c'est justement cette prise de conscience-là familiale? Je pense que oui. Je pense que oui. Mon père était... quand j'étais jeune, toute la famille, les oncles, les tantes, tout ça, ils venaient tous chez nous, tous les jours, c'est lui qui un après l'autre. C'est lui qui était le rassembleur. Oui, exactement. Puis il a toujours dit que s'il avait su que ça allait bien aller financièrement, il ne se serait pas arrêté à 3 enfants. Puis ça, c'est un message que moi, j'ai gardé, que j'en ai 4 aujourd'hui. Ouais. Ça se pourrait bien qu'on en ait plus dans le futur. Sait-on jamais. mais je pense que pour réussir en affaires, il faut aussi avoir une vie personnelle qui fait du sens, si on veut, où on se réalise aussi personnellement. Absolument, oui. Puis, tu sais, mon père est décédé avant de pouvoir vivre sa retraite, au final. Puis, ça se peut que ça m'arrive, ça peut arriver à n'importe qui. Puis, je me dis, bien, aussi bien, tu sais, peut-être pas le YOLO là, qu'on entend beaucoup aujourd'hui avec la You Only Live Once. Tu sais, je ne bâtis pas ma vie en fonction de mes besoins du moment puis de mes envies du moment, mais j'essaie d'en profiter puis de prendre du temps pour aller faire du vélo, pour faire de la méditation, pour faire du ski avec mes enfants, pour luncher avec mes enfants puis ma blonde, pour souper avec mes enfants puis ma blonde. J'essaie d'être là. Donc, l'ancienne folie du travail à excès, tu as essayé un peu de la transposer peut-être en habitude ou en petits rituels qui sont importants pour toi, famille, les petites activités, les vacances. Est-ce que tu es le genre d'entrepreneur à planifier ça à l'avance, justement, pour t'assurer que tu ne manques pas le bateau? Non, par contre, je suis pas mal impulsif pour les vacances. Okay. J'essaie d'avoir une équipe qui est indépendante puis qui n'a pas besoin de moi au quotidien. Okay. Mais cependant, c'est une leçon que peut-être l'audience va pouvoir bénéficier. Quand j'ai lancé Monsieur E-commerce en quittant Voyage à rabais, mon objectif, c'était d'avoir une business avec des employés qui travaillent, puis que ma présence ne soit pas requise pour les opérations quotidiennes, si on veut. Et là, j'essayais comme de mettre Monsieur E-commerce, mais sans mettre mon visage. Quand je me suis mis à mettre mon visage, c'est là que tout s'est mis à marcher. Alors bon, j'ai pas le choix d'être présent, j'ai pas le choix d'être là, mais j'essaie quand même d'avoir une équipe qui est, puis je le faisais chez Voyage à rabais, une équipe qui est indépendante, qui est capable de rouler tout seul, qui a du savoir-faire, puis qui sont capables de prendre des décisions eux-mêmes. Même si tu n'es pas là. Même si je ne suis pas là. Ce qui me donne la latitude de partir faire du ski. Chérie, fais les valises, on part. Exactement. Donc, tu as fait Voyage à rabais, Monsieur E-commerce, là, tu es dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. On va en parler dans quelques instants, mais juste avant de passer à ça, tu as parlé tantôt du marketing, tu en manges, tu en vois. Selon toi, quelles sont peut-être quelques erreurs qu'on voit maintenant dans le marketing numérique chez des business traditionnels qui essaient de transitionner ou juste en général? Quels sont, selon toi, des musts auxquels on doit porter attention aujourd'hui? Tu as peut-être une mouvance que tu vois ou des tendances auxquelles on dit, gars, manquez pas le bateau, c'est une tendance, il faut capitaliser là-dessus. Donc, peut-être un peu les deux balanciers. Donc, le must à faire et peut-être des erreurs qu'on voit. Alors, je ne te parlerai pas de choses philosophiques de ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Je vais te parler d'aujourd'hui, ce qu'on vit. Parfait. Je pense qu'il faut retourner aux bases. J'en discutais avec quelqu'un d'autre, justement, tout à l'heure. C'est le human to human aujourd'hui. Hein, c'est plus juste le B2B, le B2C. C'est fou comment ça confuse les gens énormément, ça. Ils disent toujours, oui, mon client, c'est un C, mais mon client, c'est un B, et ils oublient que c'est du H2H, là, du human to human. Ouais. Puis je vais donner quelques exemples. Puis je pense que les entrepreneurs font pas mal tous cette erreur-là de nos jours. Quand vient le temps d'envoyer un email de masse, disons une infolettre, peu importe, là, ce qu'on a tendance de faire, c'est d'ouvrir notre logiciel de email marketing et là, d'écrire notre message, dire qu'il y a 50 de rabais, dire qu'il reste tant d'heures avant la vente de telle affaire, parler de notre nouveau produit, tout ça. On est dans la transaction directement. On est dans le commercial, on est dans la publicité. Puis ça, c'est une erreur. Je ne dis pas que ça ne marche pas pantoute, parce que ça marche quand même un petit peu. Hein. Sinon, il n'y a personne qui le ferait. Ouais. Mais ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est d'ouvrir notre boîte Gmail, d'écrire un email à Martin Latulippe, parce que j'ai quelque chose pour toi à discuter avec toi. Bon, ça, c'est David Grégoire à Martin Latulippe. Bon, c'est ça qui fonctionne. Comment on peut prendre ça, puis le scaler, puis l'étirer, puis l'envoyer à notre masse de clients? Ce que je suggère souvent de faire, c'est justement d'envoyer un email à un de nos clients, s'adressant à ce client-là. Après ça, tu ouvres ta boîte courriel, tu envoies un deuxième email à un client au hasard, puis à un moment donné, ton message va devenir tellement personnel, puis tu vas passer aussi ton message, tu prends ce message-là, puis là, tu l'envoies à la masse. On est dans le human to human. Très bonne stratégie, oui. Très bonne stratégie. Donc, d'aller justement faire comme si tu écrivais à cet humain-là,
Et là, tu le peaufines. Et là, par la suite, tu prends ta version finale. Que tu envoies à tous. Tu la mets en masse. Exactement. J'ai eu des succès incroyables avec ça. Wow. J'ai dû donner peut-être 30, 40, peut-être même 50 conférences sur l'email marketing dans les dernières années. Parce que ça, même si les gens en entendent parler aujourd'hui, m'entendent parler, ils le feront peut-être pas. Ouais. Et on est trop habitué d'envoyer une newsletter par semaine, puis tout ça, puis de dire on va le faire de manière commerciale, quand dans le fond, c'est pas ça. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est quand on se parle, toi puis moi. Ouais. Est-ce que tu as un arme de prédilection, comme raconter une histoire, le storytelling? On va souvent entendre justement une façon de connecter personnellement avec les gens, c'est de leur raconter peut-être une histoire ou un truc de notre quotidien, et là, faire un lien avec ce qu'on va leur proposer? Bien honnêtement, je ne suis pas le plus fort en storytelling, mais je sais que c'est ça qui fonctionne. Okay. Puis c'est ce que je fais sur les médias sociaux, puis ce que je fais par email aussi. Okay. Mais je sais qu'il y en a qui sont bien meilleurs que moi là-dedans. Moi, je suis un super bon marketeur technique. Alors ça, j'ai trouvé que ça fonctionne, je le fais, mais je ne suis pas un super bon rédacteur, si on veut. C'est très concret, au moins. Je devrais améliorer ça parce que ça fonctionne tellement bien. C'est incroyable. Je pense à LinkedIn, par exemple. J'ai un succès incroyable. J'ai au moins 50 nouvelles demandes de connexion par jour. Wow. Simplement en écrivant tous les matins un petit post LinkedIn en texte seulement avec mon téléphone cellulaire. Alors, puis ça, c'est du storytelling. Ouais. Alors, comme je te dis, je pourrais améliorer cette partie-là, mais je sais que ça fonctionne. C'est incroyable les résultats qu'on peut obtenir. Les gens, là, si tu envoies une newsletter, là, mon meilleur taux de succès, ça a été une personne sur deux a fait reply à ma newsletter. Puis ils m'ont dit merci, ou ils m'ont posé une question, ou en tout cas, la conversation était ouverte. Ouais. Je vous défie, là, est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part dans vos clients, qui vous a déjà répondu à une de vos newsletters? Peut-être pas. Moi, ça arrive tout le temps. Alors, c'est une bonne manière de démarrer une conversation avec un client, c'est clair. Donc, on a le H à H, donc humain à humain, s'assurer de peut-être focaliser nos communications un peu plus sur cet angle-là avec une excellente stratégie que tu viens de nous donner. Quoi d'autre que tu vois que maintenant, là? Bien, actuellement, c'est sûr, il y a la publicité Facebook en français qui est encore un terrain de jeu incroyable. Mais je dirais que le vidéo, pour ce qui est du français, le vidéo reste un Eldorado incroyable. Je dirais que le drip marketing aussi, c'est incroyable ce qu'on peut obtenir comme résultat. Juste poser une question sur le vidéo. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, David, qui croient que le vidéo ne s'utilise pas pour leur business. Ah, c'est tellement pas... Et moi, on a probablement une opinion similaire là-dessus, mais qu'est-ce que toi, tu as à dire là-dessus? Parce que les gens disent, j'ai une pizzeria, j'ai un restaurant italien, et ils disent, je ne peux pas faire des vidéos. Tu connais peut-être l'entrepreneur Gary Vaynerchuk, qui est très actif sur Facebook. Avec lui en novembre dernier, Josiane, j'ai vu la photo, justement. Okay, c'est ça. Gary Vaynerchuk dit « Document, don't create ». C'est sûr que c'est difficile de créer du contenu vidéo comme on le fait aujourd'hui. Ça prend l'équipement, un setup. Il faut qu'on soit les deux personnes côte à côte. À la bonne hauteur. Vous n'avez pas vu, mais il fallait qu'on s'ajuste. Bon, il y a tout un setup pour ça. Si tu fais des Facebook Live, si on se dit, regarde, t'es-tu libre demain après-midi à 14h, on va faire un Facebook Live, on va jaser de ton programme, on va jaser de ma carrière, on va jaser de ski alpin, peu importe. Ça se fait. C'est très facile. Là. Tu ouvres Facebook, tu fais un live, je t'invite sur le live, puis on est les deux là, puis on parle. C'est sûr qu'on est un peu plus vulnérable, mais on n'a pas besoin de gros setup professionnels pour être capable de faire ça. Mais les gens, on dirait qu'ils veulent ça aujourd'hui. L'authenticité. Exactement. La vulnérabilité. C'est exactement ce que j'allais dire. Puis en plus, c'est facile à faire. Tu sais, tu as une pizzeria, tu pourrais très bien montrer comment tu fais de sauce, ça vient de ta grand-mère, qui filme avec un Facebook Live. Puis tu dis, tout le monde, je vais vous montrer comment je roule une pâte à pizza. Bien, clairement, tu en fais des centaines par jour, mais le commun des mortels n'en fait pas 100 par jour. Eux, ils sont peut-être intéressés de savoir comment rouler une pâte à pizza sans transpercer la pâte avec ses doigts, etc. Faut-tu qu'elle soit froide? C'est-tu que les gens s'auto-censurent ou qui ont peur de se mettre devant la caméra? Parce que moi, je sais éperdument que les gens sont curieux. Ils veulent savoir la sauce à spaghetti, elle vient de où? Comment tu roules ta pâte? Et ils ont peur, justement, du rejet, de dire, si je mets cette vidéo-là, personne ne va la voir. Mais en même temps, cette notion-là que tu disais d'essayer des trucs puis d'être dans l'action, à force d'en faire, à un moment donné, tu vas gagner ta petite communauté pizzeria à Québec. Donc. Gary Vaynerchuk l'a dit, ça lui a pris plusieurs centaines de vidéos avant d'avoir une vraie audience qui était capable de monétiser. Je pense que c'est une question de temps. C'est-tu, Martin? Je pense que c'est une question de temps. Peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas être devant la caméra, puis c'est bien correct. Trouvez votre média, ça va peut-être être un blog post, ça va peut-être être de l'Instagram. Trouvez un média dans lequel vous êtes bon. Moi, je suis très bon en Facebook Live, puis en email marketing, mais il y a d'autres choses que je suis moins bon. Tout le monde a un média dans lequel il serait meilleur, mais je pense que c'est surtout une question de temps. Puis ça prend la discipline. Moi, tous les matins,
De 7h45, les enfants sont partis à l'école. 7h45 à 8h, je fais mes médias sociaux. Je les ai déjà donnés à mes employés, à mon équipe. Puis maintenant, je le fais. J'expérimente des nouvelles affaires quotidiennement. Ça me permet d'avoir le pouls de mes clients, de mon audience. Puis je prends 15 minutes. C'est pas très long. J'utilise des softwares comme Buffer, ou en tout cas, il y en a plein pour organiser ça. C'est d'avoir la discipline de le faire, simplement. Donc, on a H, on a la vidéo, on a drip marketing. Une dernière que tu sois avant de passer peut-être aux erreurs monumentales. Ah, mon Dieu! Les erreurs. Oh non, on va en parler. Il faut en parler. Ça va avoir beaucoup de valeur pour les gens qui nous écoutent parce qu'on a plein d'entrepreneurs, des leaders, des agents de changement, peu importe. Moi, je pense que les yeux et l'attention sont sur Internet aujourd'hui et ça va faire qu'augmenter. Les gens pensent qu'on est déjà à l'apogée de ça. Aucunement. Moi, je pense qu'on est encore au balbutiement. Ça fait des années que je dis qu'on est au balbutiement du web, surtout en francophonie mondiale. Et les gens disent non, c'est saturé, le marché est saturé. On est 285 millions de francophones. On est loin d'être saturé. C'est clair. Mais tu voulais une piste de succès là, en marketing numérique. Les funnels actuellement, les funnels de vente, c'est tellement puissant. Je me rappelle chez Voyage à rabais, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais j'ai un funnel que je faisais par email. Et en France, funnel. Oui, un funnel, un entonnoir de vente. Mais moi, je crois énormément à l'entonnoir de vente post-achat. 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 Donc, pré-achat, on est plus dans convaincre le client. Puis là, que vous ayez un salon de coiffure, un restaurant, c'est la même chose. Là. On est à convaincre le client de faire affaire avec nous. On est dans la séduction. Exactement. Une fois qu'il y a un achat qui est fait, on est en mesure de vendre autre chose parce que c'est une nouvelle transaction pour le client. Puis moi, j'ai déjà eu, sais-toi bien, 25 % de taux de conversion en post-achat. En post-achat. Alors, c'est une bonne manière d'augmenter son panier d'achat moyen. Ça, c'est clair et net. Puis je sais qu'il y a des marketeurs américains qui ont des succès incroyables avec ça. Absolument. Mais actuellement, c'est surtout en francophonie, on en voit très, très peu de ça. Autant des entonnoirs post-achat que des entonnoirs par email post-achat aussi. On en voit très, très peu. Pourtant, c'est tellement fort. On a tendance, en tant qu'entrepreneur, à, tu sais, il y a 3 manières de faire plus d'argent. Hein. Aller chercher plus de clients, c'est difficile. C'est tellement difficile. Vendre plus à chaque client, ça, c'est accessible si on fait des entonnoirs de vente qui fonctionnent. Puis augmenter la fréquence d'achat de chaque client, puis ça, on le fait avec du email marketing beaucoup. Alors, on a tendance à focusser sur aller chercher plus de clients, quand dans le fond, aller augmenter notre panier d'achat moyen, puis la fréquence d'achat, c'est tellement accessible, c'est tellement concret. On devrait le faire, vous devriez le faire tout de suite après avoir regardé cette vidéo aussi. Essayez de réfléchir à comment vous êtes en mesure de prendre action pour améliorer ces 2 choses-là. Vous allez voir des résultats demain matin. Et c'est très contre-intuitif parce que, comme tu dis, le premier pilier, les gens toujours, je veux plus de clients, je veux plus de clients. C'est bien, mais en même temps, tu regardes toutes les compagnies avec leur NPS, Net Promoter Score, donc comment est-ce qu'un client est plus enclin à te recommander. Et le client qui a une relation avec son client existant, c'est 80 % et plus. Mais le client qui est toujours à la course à avoir plus de clients puis il ne s'occupe plus de ses clients existants, le Net Promoter Score, donc on ne va pas te recommander, on ne va pas te référer. Donc, j'aime parce que c'est contre-intuitif, mais en même temps, c'est concret, on peut le faire immédiatement. Là. Puis il va y avoir des résultats demain matin. Exactement. Acquérir des nouveaux clients, c'est tout le temps dans l'inconnu. Ça va être des bons clients qualifiés ou peut-être pas. Absolument. En tout cas. All right. Erreurs maintenant qu'on voit monumentales qui sont des drapeaux rouges, genre à éviter présentement dans le marketing numérique. Il y en a tellement. Faire comme les autres. Top 3. Faire comme les autres. Je pense aux banques, là. C'est clairement en marketing numérique. Il n'y a pas une banque ici au Canada qui est bien positionnée puis qui joue bien ses cartes, autant sur Facebook que sur tous les autres médias. Je sais personnellement qu'au moment où on se parle, ils interdisent à leurs conseillers financiers d'être actifs sur Facebook, ce qui est un non-sens. Alors, d'être absent des médias sociaux, c'est une erreur. De faire comme les autres, c'est aussi une erreur parce qu'à ce moment-là, on ne se différencie pas du lot. Tu sais, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'ouvre ma boîte courriel le matin, je coche tous les emails marketing que j'ai reçus, puis je supprime. Hein? Je ne sais pas si tu fais ça. Oui, parce qu'ils sont tous pareils. Bon, c'est ça. Alors, mais quand c'est un email qui provient de David Grégoire, puis je m'adresse directement à Martin Latulippe, là, tu vas peut-être dire, attends une minute, celui-là, je vais le lire. Puis là, tu vas commencer à interagir avec mon contenu. Est-ce qu'au final, je vais réussir à te vendre? Peut-être pas, c'est une autre histoire, mais au moins, je vais avoir eu ton attention pendant quelques minutes. Alors, clairement, ça, c'est
c'est une erreur que tout le monde fait. Pas faire comme les autres. Faut pas faire comme les autres, même si vous pensez qu'il faut faire comme les autres, en fait. Ouais. Non, mais c'est ça. Ça peut être une bonne idée des fois de modéliser, mais en même temps, il faut que tu trouves ta propre saveur rapidement, surtout dans un contexte de vente. Comme tu dis, si on va tout de suite transaction, qu'on n'est pas dans le humain à humain. Tu sais quoi, c'est bon, transaction, seulement quand il y a un sentiment d'urgence, quelqu'un qui est très, très proche de faire une transaction, puis il ne l'a pas faite. Ouais. Je pense à des emails de panier d'achat abandonnés. Ouais. Là, c'est bon, c'est performant. Fin de l'offre, deadline. Ouais. Yeah. La persistance aussi. Ça, je vois beaucoup de gens qui envoient une newsletter par mois. Je veux dire, c'est pas une bonne manière. C'est en fait une excellente manière pour perdre des utilisateurs parce que là, les gens, ils ne sont pas habitués à recevoir ton contenu. Alors, ils vont plus fortement. La chance de se désinscrire est plus forte. Il faut être persistant, puis il faut continuer à envoyer toujours du contenu. Il faut être omniprésent. Je ne sais pas si tu connais Grant Cardone. Il a fait un livre, The 10X Rule. Dans son livre, il dit il faut être omniprésent. Puis ça, c'est d'être partout, en tout temps, en même temps. Tout le temps. Mm-hmm. Je pense qu'il faut être présent sur les médias sociaux. Il faut être présent par email. Il faut être présent partout. Le personal branding, tu sais, ça fonctionne très bien. Puis moi, mon entreprise, elle ne fonctionnait pas jusqu'à ce que je mette mon visage. Alors, n'ayez pas peur de sortir, n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de prendre position, ou en tout cas, peut-être pas faire des débats politiques, mais au moins d'aller créer du contenu puis de vous exposer personnellement, clairement. Puis la persistance, c'est tellement un point hallucinant, important. Les gens le font quelques fois. Par la suite, sont déçus de leur nombre de vues, sont déçus du manque d'engagement de leurs clients. Vous en aurez pas. Et ils abandonnent. De toute façon, là, tu commences une affaire sur Internet, tu n'en auras pas de vues. Ouais. À moins vraiment là, d'un hasard phénoménal, puis que soudainement, tu fasses quelque chose que les gens rient de toi, puis exactement. ça devient viral. Ça va viral. mais littéralement, tu n'en auras pas de succès instantané. There's no such thing as overnight success. Il n'y en a pas. Alors, il faut persister, il faut continuer, il faut travailler, il faut prendre action tout le temps. J'adore. Donc là, maintenant, tu as une nouvelle aventure. Donc, commerce électronique, tout ce qui est vente boutique en ligne. C'est drôle parce que la semaine passée, j'étais avec Heidi Penera, je pense son nom de famille, fondateur de les Who Teams, vient de l'Afrique du Sud. Me fait penser à toi, là, un entrepreneur vibrant, une belle famille aussi. Donc là, maintenant, tous les gens qui font du commerce en ligne et qui se trouvent ça difficile de monter leur boutique, mettre l'image, toi, tu as cerné un gros problème là-dedans. Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce qu'ils se disaient, OK, monter la boutique, je peux acheter un thème, mais par la suite, toute l'arborescence d'avoir un beau produit, un beau placement de produit. Donc, tu as vraiment cerné un truc et je trouve ça hallucinant. Quand on dit partir une business basée sur un problème ou sur une friction, sur un irritant du marché, j'ai l'impression que tu as vraiment capitalisé là-dessus. On revient à la persistance, hein? C'est pas en lançant un site Internet que tu vas devenir millionnaire dans les 30 prochains jours. Ah non? Non, malheureusement. Le programme que j'ai acheté hier, je me suis fait avoir. Mais tu peux devenir millionnaire avec ton site Internet si tu mets des efforts pour, puis si tu persistes. Bon, alors, ce que je dis souvent, c'est que pour vendre sur Internet, ça prend 3 choses. Ça prend un site Internet, ça, tout le monde le sait. Et puis, généralement, les gens vont abandonner après le site Internet. Il faut que tu mettes des produits, si c'est du commerce électronique, puis il faut que tu fasses du marketing. Les gens vont abandonner, ou bien avant de mettre des produits, aussi ridicule que ça puisse sembler, parce que la tâche est vraiment importante, ou les gens vont abandonner à mi-chemin pendant leurs produits, ils vont commencer à faire du marketing ou ils n'en feront juste pas, puis ils vont abandonner. C'est pas en abandonnant que tu vas réussir. Non. Ça, c'est clair et net. Moi, j'ai identifié le problème de mise en ligne de produits qui est vraiment, vraiment important parce que si tu ne mets pas tes produits sur ton site Web, tu ne les vendras pas. Impossible. Qui plus est, si tu mets juste une fraction de tes produits, possiblement que les gens n'auront pas confiance puis ils ne se rendront même pas dans ton magasin physique. Pense à des bottes de ski, par exemple. Tu as besoin de bottes de ski demain pour aller en ski. Alors, peut-être que tu vas aller les acheter en magasin, mais en premier, tu vas aller voir le site Internet de ces magasins-là qui sont proches de chez vous. Puis, ils ont 2 choix de paires de bottes de ski. Vas-tu prendre ta voiture pour aller te déplacer? Peut-être pas. Tu vas aller chez celui que tu sais qu'il y en a déjà 30 ou 40. La réalité, c'est qu'il y en a peut-être 40 en magasin. Il n'y a pas pu le mettre. Ouais. Exactement. Il les a juste pas mis sur son site. Moi, j'ai identifié cette partie-là qui était problématique puis qui était quand même difficile à opérer. Et puis, c'est pour ça que j'ai parti Monsieur E-commerce. On était à la base un service de photographie de produits sur place, en grande quantité. Sur place? Sur place. Okay. Et là, je me suis rendu compte que c'est un modèle d'affaires qui était difficile à scaler. Alors, on a pivoté vers une application, ça s'appelle Snap Shop.
C'est une application mobile de photographie de produits où là, on a des gens à l'international, en Australie, en Suède, au Brésil. Ils prennent leur cellulaire, ils prennent une photo de produit sur n'importe quel fond, sur une table. Nous, on fait le Photoshop, puis on met ça sur leur site Web. Alors, ça devient très, très, très rapide. Qui plus est, prendre des photos de produits, c'est une chose qui est difficile, mais prendre des photos de produits alignées, c'est excessivement difficile. On prend une paire de chaussures, on la met, on prend une photo. Quand vient le temps de mettre la deuxième paire de chaussures, comment on fait pour la positionner exactement au même endroit que la première, puis de la même manière? C'est très, très difficile. Alors, on a mis une fonctionnalité, nous autres, de fantôme, si on veut, où on voit le fantôme de la première chaussure. Ce qui permet d'aller vraiment vite, de positionner ces produits tout le temps exactement. Donc, toujours bien paramétré, toujours dans ta pareil. boutique. Ouais. Puis après ça, ça s'en va directement sur ton site Internet. Alors, actuellement, c'est mon focus, c'est mon produit principal. Ça fait combien de temps là, que tu es... En fait, ça fait quasiment 1 an jour pour jour qu'on fait l'application. Okay. On continue à faire du shooting photo sur place. Puis on vient de sortir un nouveau produit qui est du coaching en commerce électronique. Grosso modo, c'est un coaching par email où à chaque jour, on t'envoie un courriel pour te dire quoi améliorer sur ton site ou sur tes campagnes de marketing pour qu'à chaque jour, tes ventes augmentent, tes KPI augmentent, puis tu sois de meilleur en meilleur. Donc, quelle est la prochaine étape pour Snapshot? Snapshot, j'essaie de me positionner avec les Shopify de ce monde, PrestaShop de ce monde, pour être intégré dans leur système parce que je considère qu'eux autres, c'est un problème qu'ils ont. Les gens, ils s'ouvrent un site Internet, puis ils abandonnent parce qu'ils ne mettent pas de produits puis ils n'ont pas de vente. Alors, l'étape suivante, c'est de mettre des produits en ligne. Alors, je suis en train d'essayer de me positionner. S'il y en a qui regardent la vidéo, lâchez-moi un coup de fil. David, on a parlé beaucoup de l'entrepreneur, on a mentionné un peu ton épouse, ta famille. Pour un gars de famille comme toi, 4 enfants, quelles sont certaines des valeurs les plus importantes que tu dis, si je lègue ça à mes enfants, ça va être probablement mon héritage le plus important au-delà de tous les millions. Qu'est-ce que tu veux léguer à tes enfants? Clairement, d'être honnête et d'être sincère dans tout ce qu'ils vont entreprendre. On en voit des hommes d'affaires qui vont mentir pour essayer d'avoir quelque chose, qui vont pas payer leurs fournisseurs, qui vont squeezer les employés, puis moi, je veux pas être cet homme d'affaires-là, puis je voudrais pas que mes enfants soient comme ça non plus. Puis je te dirais, la persévérance, on en a parlé dans notre entrevue, la persévérance, c'est tellement important. On a tendance, quand on a un échec, à vouloir arrêter. On a tendance, quand on trouve quelque chose difficile, de vouloir arrêter puis abandonner. Puis mes enfants, ça leur arrive aussi au quotidien. Ils sont à l'école, ils apprennent un nouveau mot, ils l'ont pas. Ils apprennent à calculer quelque chose, ils se trompent, ils l'ont pas. Puis c'est facile de se décourager. Je pense qu'il faut jamais abandonner. Je pense qu'il faut toujours persévérer. Puis c'est la seule façon de réussir. C'est clairement pas en restant assis sur son divan et en regardant la télé. C'est en prenant action. Alors, je voudrais qu'ils prennent des actions aussi pour assurer leur succès ou en tout cas au moins se positionner pour que les opportunités arrivent. Honnêteté, intégrité, persévérance, action. Action, oui. Prendre des actions, c'est tellement important. On va peut-être voir des petites Grégoire plus tard. C'est 4 filles, alors... c'est 4 filles? Ah oui, parfait. 4 femmes d'affaires. David, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tu es en santé, tu as du succès, tu as une belle famille, 4 enfants. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? Que ça continue de même, je pense. Oui, moi, je suis parfaitement heureux dans mon setup actuel. La vie va bien. On cherche toujours à avoir plus, c'est sûr, Martin, on est tous ambitieux, on en veut plus, mais au final, le bonheur, c'est de se réaliser, c'est d'avoir une famille, c'est de pouvoir faire des activités dans sa vie personnelle. Puis moi, je le vis actuellement, alors que ça continue de même, je serais bien content. David Grégoire. Merci, Martin. Un gros merci, mon ami. Donc, j'espère que vous avez retrouvé de la valeur dans cet entretien-là. Laissez-moi savoir quelles des clés que David a partagées, quel point a partagé peut-être qui résonne le plus avec vous. Sentez-vous à l'aise de partager ce podcast-là. Et moi, je vous revois la semaine prochaine pour un autre entretien avec un autre invité exceptionnel. Au revoir tout le monde.